Après, dans ce magazine financier investi, une émission que nous pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur Radio Métropole. Et l'émission sera disponible également sur Profine TV. On va reprendre l'émission ça dimanche matin à la radio et lundi soir également à Radio Métropole, mais sur Profine TV, il est disponible sur YouTube n'importe quelle heure d'identité. Donc l'université Libla, c'est une université qui permet de nous comprendre non seulement ça qui passé au niveau local, on a parlé de mois de la finance, on a parlé de comment vous gérez vie nous, comment vous gérez entreprise nous, organisation nous, famille nous, comment vous gérez pays, mais il faut nous connaître que tout ça nous dit là, on dit qu'on arrive plus loin, on a fait mathématiques, on a les théories des ensembles, on a sous-ensemble, nous sommes sous-ensemble, ça nous est capable de comme famille, en communauté. Communauté après entrer dans le département, ensuite il va entrer dans le pays, après le pays après entrer dans la région, et la région va entrer dans le gros ensemble mondial là. D'ailleurs, moi ça, on a fait une co-réflexion sur la transition énergétique, industrie verte, après appelé que sommet finance là, c'est du 17 au 19 avril, que la fête et n'a bien possibilité, si nous inscrivons sur Profine TV, on a suivre sans aucun problème, Chocarel là, lui-même sur Facebook, tout, on a capable de garder ça. Et la gros défi que mon nom va faire face à lui-même et comment Haïti va retrouver là ça là. Donc la dernière partie de l'émission, nous allons faire une réflexion, pas oublier de parler de changement climatique là, mais mon nom, même gens que nous te gardé des réflexions que faites après la chute du mur de Berlin, côté que par un gros mouvement qui va le développer, et bien je dis à mon nom a subi presque même bagaille ça. Ça qui s'est passé dans la Covid là, crise sanitaire là. Ça qui passe en Ukraine, nous posons une crise encore, et bien il y a des blocs qui ont développé au niveau du monde. Et nous allons suivre ça, une grosse réflexion des livres qui ont écrit, ça qui a demandé que les universités locales, mes amis, il faut que nous entrions dans un type de réflexion ça tout. Il faut que les tech-tech dans le pays qui fait réflexion ça. Il faut le ministère des Affaires étrangères, il faut le ministère du Commerce. Il faut que des réflexions soient faites au niveau secteur public. Là. Les partis politiques également supposés intéresser à ça. Nous pouvons diriger le monde. Nous ne pouvons pas diriger le monde simplement dans 27 000 km². Il faut que nous gardions la région Caraïbe là. Ensuite, élargir l'Amérique latine et Caraïbe là. Nous faisons réflexion avec nous tous sur l'Amérique du Nord là. Et nous parlons ouais, comment que deux gros blocs ça que représentent aujourd'hui les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, on y a là, M. Poutine glissé col en bas. Nous sommes capables de discipline parce que nous, la Russie, je ne dis pas un bloc qui pourra dominer face aux États-Unis. Il est entré dans le bloc sino-soviétique là. Sino-soviétique, sino-russe, soviétique là, ça fait passé longtemps. Le bloc sino-russe là, et nous allons regarder les trois derniers qui ont tissé là. Je dis comment Haïti pourra le positionner. C'est ça que nous allons suivre là. Une grosse réflexion pour le faire pendant 25 minutes. Toujours faire cas pratique ça et c'est des bagages qui peuvent permettre de nous connaître côté pour nous positionner dans le monde qui va venir là. En dedans de ça. Alors que chaque grande puissance fourbit ses armes pour réagir à l'inflation, à la désindustrialisation, comment va se réorganiser l'économie mondiale autour du duopole Chine-États-Unis amené à la dominer au cours des prochaines décennies? Qui va prendre l'avantage dans ce bras de fer? Comment l'Europe et la France peuvent-elles exister entre ces deux grandes puissances? Réponse avec nos deux invités. Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Christian, vous êtes universitaire, économiste, membre du Cercle des économistes, et vous publiez une édition revue et augmentée et actualisée, bien évidemment, de votre livre « Le conflit sino-américain pour la domination mondiale ». C'est aux éditions Alpha. Et puis Bruno Alamar, bonjour. Bonjour. Bruno, vous enseignez les questions européennes à Sciences Po et à l'École de guerre. Vous avez travaillé à la Commission européenne et vous publiez « La réforme ou l'insignifiance ». 10 ans pour sauver l'Union européenne, c'est aux éditions de l'École de guerre. On commence avec vous, Christian Saint-Etienne. Le match Chine-États-Unis, c'est quand même un remake de conflits classiques entre deux grandes puissances pour le leadership. On a déjà connu ça dans l'histoire. Le premier conflit connu, c'est entre Athènes et Sparte, il y a 25 siècles. Évidemment, c'est le début de l'histoire au sens moderne, puisque la façon dont
Thucydide rend compte de ce conflit. C'est en fait le premier livre d'histoire au sens moderne. Ensuite, on a une répétition effectivement de ce conflit et on a une étude de l'université d'Harvard en 2016 qui conduit à un livre en 2017 et qui recense cette fois les conflits pour la domination mondiale depuis le XVe siècle. Et depuis le XVe siècle, il y a eu 16 conflits pour la domination mondiale entre ce qu'on appelle une puissance dominante et une puissance ascendante. Et sur ces 16 conflits, donc, il y a eu 12 guerres et 4 conflits qui se sont arrêtés sans guerre parce qu'en réalité, un des deux combattants potentiels a posé le genou à terre avant qu'il n'y ait une guerre. Donc là, on est dans le 17e conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Et la grande interrogation, c'est comment ça va restructurer la géostratégie, la géopolitique, la géoéconomie mondiale d'une part, et d'autre part, est-ce que ça pourrait à nouveau conduire à un conflit ou bien est-ce qu'un des deux pourrait poser genou à terre? Alors le dernier grand face-à-face qu'on a connu, c'était les États-Unis et l'Union soviétique. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Alors la grande différence, c'est que l'Union soviétique était une très, très grande puissance militaire, mais sur le plan économique, c'était un pays autarcique qui avait très peu d'échanges avec le reste du monde. La différence cette fois, c'est que c'est très particulier, c'est très puissant. Hein. C'est que vous avez deux conflits en fait dans ce cas précis. Vous avez le conflit géostratégique au sens où on vient de l'évoquer, à l'ancienne presque. À l'ancienne, Athènes et Sparte, pour être la plus grande puissance du monde. Et vous avez un conflit pour la domination économique et technologique, avec une particularité, c'est que nous sommes dans une nouvelle révolution industrielle depuis 4 décennies, la révolution de l'informatique, et on parle souvent de numérique, mais c'est une sous-partie de la révolution informatique. Mais donc, les deux nations dont nous parlons sont les deux géants. Nous sommes dans le monde des GAFAM, hein, donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et les Chinois ont constitué un autre monde qui est celui des BATHX, qui sont les équivalents des GAFAM et qui structurent complètement le monde numérique chinois. Mais ces BATHX sont en train d'étendre leur araignée sur l'Asie en compétition avec les États-Unis. Et donc, vous avez à la fois ces deux puissances qui se battent pour le leadership mondial, mais vous avez parallèlement comme deux énormes araignées, une énorme araignée informatico-stratégique américaine et une énorme araignée informatico-stratégique chinoise qui se battent pour la domination des systèmes économiques et technologiques. C'est intéressant parce qu'on disait au temps de l'Union soviétique, en fait il y avait ce rapport donc il n'y avait pas l'araignée soviétique justement. C'est ça, et surtout il y avait très peu de relations économiques finalement. Et il y avait très peu de relations économiques entre eux, alors que là, entre Chine et États-Unis, le commerce est de l'ordre de 600 milliards de dollars. Et oui. Et ceci étant, depuis les mesures mises en œuvre par Trump, et notamment la fiscalisation, les droits de douane de 20% sur les importations chinoises, sur plus de 60% des importations chinoises, ce qui contribue d'ailleurs à financer l'État fédéral américain. Mais le commerce augmente moins vite qu'avant, mais il reste très significatif, sachant que stratégiquement, les grandes entreprises américaines essaient de se redéployer en dehors de la Chine. Ce qui se révèle pas très facile d'ailleurs, parce que la Chine avait acquis une excellence technique. Est-ce que ça veut dire, Christian Saint-Etienne, que le scénario qui se dessine, plutôt qu'un scénario de confrontation, ce serait pas un scénario finalement de deux grandes zones qui vont devenir quasiment le miroir peut-être l'une de l'autre, avec chacune leur technologie, chacune leur réglementation. On voit qu'il y a même une banque mondiale chinoise maintenant quasiment. Est-ce que c'est pas deux mondes qui vont s'autonomiser de plus en plus, plutôt que deux mondes qui vont s'affronter ? Alors c'est un des scénarios possibles, c'est pas le plus probable à mon avis, parce que ces deux mondes ont besoin de se nourrir d'énergie et de matières premières. Eh oui. Ils vont donc se retrouver là où il y a de l'énergie et des matières premières. Ça a des conséquences d'ailleurs considérables, mais avant de continuer de répondre à votre question, je voudrais indiquer un point complémentaire. C'est que ce conflit sino-américain a pris une nouvelle tournure sous Trump. Hein. Alors attendez, on va y venir. Non, mais et après, on pourra revenir à Trump après. Mais en 2017-2018, Trump jette le gant aux Chinois en disant ça suffit, vous vous nourrissez des États-Unis pour croître, je ne vais plus vous faciliter les choses. Le point décisif, c'est que sur cette stratégie
anti-chinoise, Biden continue exactement la politique de Trump, voire l'amplifie. C'est ça qui est très important. Donc je reviens à... C'est moi qui avais anticipé ma question, mais parce que je me suis laissé avoir. Mais sinon, j'avais ma question. Allons-y maintenant, parce que vous dites effectivement, de toute façon, on ne peut pas envisager la suite si on ne part pas de ce que vous venez de dire sur Trump et très important, sur une espèce de continuité Trump-Biden, mais il faut aussi parler de Xi Jinping, parce que vous dites, finalement, lui aussi introduit une rupture dans l'histoire moderne de la Chine. Alors, je fais quand même une incise avant de répondre sur Trump et Xi. Du fait de cette confrontation et du fait que les deux araignées géantes ont besoin de se nourrir de l'énergie et des matières premières, il se passe des tas de choses au Moyen-Orient parce que c'est une source d'énergie, en Afrique parce que c'est une source de matières premières. Les Chinois sont en train d'évincer, le boulot est largement fait, les Américains et les Français de l'Afrique. Mais ce qui est nouveau depuis 2-3 ans, et ça prend également son origine sous Trump, c'est qu'ils sont en train... On va voir dans les 3 ans, 4 ans qui viennent jusqu'à quel point ça se développe. Mais ils sont en train de sortir les Américains du Moyen-Orient. Déjà sur le plan économique, la Chine est devenue le premier partenaire commercial et de l'Iran et de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Ils sont passés très loin devant les États-Unis. Donc, dans ce contexte, il y a une redistribution des cartes. Alors, sur Trump et Xi, effectivement, Trump... a fait quelque chose d'absolument hallucinant, c'est de tenter, sans en avoir conscience, de déconstruire l'ordre américain qui avait été construit par les Américains pendant 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Vous faisiez référence tout à l'heure au conflit entre l'Union soviétique et les États-Unis. Ce qui est fascinant sur ce conflit, c'est qu'il s'est passé sur le plan économique et technologique à l'intérieur de l'ordre américain. Les soviétiques n'ont pas été capables d'offrir un ordre alternatif. Les Chinois, au contraire, sont en train d'investir massivement pour essayer de construire un ordre alternatif. Alors vont-ils y arriver? J'ai un doute qui est lié au fait à la nature du régime chinois, c'est-à-dire une dictature d'une violence inouïe en interne et en externe. Et le deuxième point, c'est que à force de vouloir tout contrôler à l'intérieur de la Chine, ça risque de rogner les ailes des entrepreneurs. Donc on verra sous 5, 7, 10 ans si ça a réduit la capacité d'innovation des Chinois. J'imagine que vous avez vu les derniers travaux de centres de recherche japonais, notamment, mais confirmés par Goldman Sachs, qui disent finalement la Chine ne rattrapera jamais peut-être les États-Unis, alors qu'on envisageait ce scénario pour les 5-10 années qui viennent. Alors c'est exact, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes. Et surtout, pour moi, ce n'est pas le point décisif. Le point décisif, c'est que les deux araignées vont continuer de grossir. Ouais. Actuellement, Chine, États-Unis ensemble, il y a 4 chiffres à avoir à l'esprit pour comprendre de quoi on parle. C'est Chine-États-Unis en 2022, c'est 42,5% du PIB mondial, 42,5% du PIB mondial. En 2025, c'est 43,5%. Mais surtout, les deux, c'est 60% des dépenses militaires mondiales. C'est 100% des grandes plateformes mondiales. Donc c'est vraiment deux géants absolument colossaux. L'Europe est prise dans les toiles d'araignée des deux géants et nous sommes une des proies. Il faut comprendre que l'Europe est une proie à la fois pour les États-Unis et pour la Chine. L'affaire, je termine par là, l'affaire de l'Ukraine, ça a été un coup de bol phénoménal pour les États-Unis qui ont pu, à bon compte, reprendre le contrôle de l'Europe. Ça ne leur coûte rien parce que l'argent que met les États-Unis en Ukraine, c'est pas si significatif, on est au-dessus de 40 milliards de dollars, mais c'est la même somme que l'augmentation des ventes d'énergie des États-Unis à l'Europe. Donc c'est l'Europe qui en fait finance la politique américaine. Christian, pour conclure, comment ça peut se finir? Est-ce qu'il peut y avoir un véritable affrontement ou est-ce que ça va se finir avec un des deux géants qui va mettre un genou à terre, comme ça a été le cas avec l'Union soviétique? Alors, c'est là où je vais vous dire quelque chose de très choquant, Emmanuel, même si vous avez l'habitude des choses... Avec vous, je m'attends à vous, allez-y. En Europe, aujourd'hui, nous appartenons à un continent décadent. Ouais. L'objectif de chacun, c'est d'optimiser ses petites affaires et d'optimiser ses week-ends. Donc, au 19e siècle, on aurait compris le conflit Chine-États-Unis. Je dis pour choquer ça, mais... Aujourd'hui, pour des Européens, comprendre que deux nations, les États-Unis et la Chine, se battent pour la domination mondiale, on ne comprend pas. Nous, on se bat pour savoir si on arrête les voitures thermiques en 2035, si on fait une clause de revoyure en 28. L'idée qu'on se bat pour la domination mondiale, c'est quelque chose qui est totalement sorti de la vision européenne. Mais aux États-Unis, c'est sérieux.
les États-Unis se considèrent comme la nation choisie par Dieu pour reconduire le monde. La Chine se considère comme l'empire du milieu. Eux, ils vont pas mettre genou à terre. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'il peut y avoir un conflit militaire ? Pour moi, c'est pas nécessaire. Il suffit que leur conflit avec les deux araignées géantes structure le reste de la planète pour que ça nous concerne. Et que les deux araignées géantes prospèrent. Et ben, alors justement, allons-y, Bruno Alomar, sur finalement une bonne introduction. Oui, mais c'est même une perche parce que concrètement, moi, j'y vais d'entrée, Bruno Alomar. Votre conviction forte, c'est que l'Union européenne se meurt. Vous l'écrivez. Oui, globalement, oui. L'Union européenne se meurt, les facteurs de délitement sont plus nombreux que les facteurs de cohésion. Oui, c'est vrai. Je dirais, il y a des facteurs de cohésion. L'Union européenne, c'est une machine à produire de la norme pour agir dans nos vies. Elle continue à produire de la norme, donc elle est là, elle existe. Par contre, il y a des choses plus structurantes. La volonté d'exister sur la scène mondiale. Est-ce que ça existe ? Savoir qui on est, d'où on vient. On va parler de l'Ukraine. Moi, je ne fais pas de politique ici, mais enfin, on nous a expliqué pendant des années que l'un des problèmes de l'Union européenne, c'était un élargissement qui avait été fait de manière trop rapide au cours des années 2000, avec les 10 États en 2004, plus 2 en 2007, etc. etc. L'Ukraine, c'est presque 3 fois le PIB par habitant, 3 fois moins que le PIB par habitant de la Bulgarie, qui est le pays le plus pauvre de l'Union européenne. C'est 45 millions de personnes. Alors, faut un peu savoir ce qu'on veut. Et puis, par ailleurs, je crois que c'est une des choses que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est que il y a, je le sens beaucoup sur la France, la France vit avec des malentendus à l'égard de l'Union européenne. Alors, il y en a beaucoup. Justement, attendez, mais pourquoi c'est important ? C'est important parce que la France a été le créateur de l'Union européenne. Ouais. Avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut jamais oublier que le plus puissant de tous les États de l'Union européenne, c'est les États-Unis d'Amérique. Sans États-Unis d'Amérique, il n'y aurait jamais eu d'Union européenne. Et qui protège les États membres de l'Union européenne ? C'est pas les armes nucléaires françaises, c'est les États-Unis d'Amérique. Et cette chose-là, elle ne change pas. Vous voyez bien qu'il y a un malentendu quand même, Bruno, parce que au quotidien, on pense que l'Union européenne, c'est une puissance, en fait. C'est une entité quasiment. Alors, si on aligne les chiffres économiques, effectivement, c'est la troisième, un des 3 gros blocs de l'économie mondiale. Mais vous dites, en fait, l'Union européenne, ça n'est pas une puissance, c'est un marché commun au service d'États souverains. Mais c'est pas ce que je dis, c'est que c'est un fait. Ouais. L'Union européenne, c'est une idée qui a beaucoup d'intelligence, qui consiste à dire ce continent-là est un continent du tragique, dans lequel il y a eu des guerres pendant des millénaires, etc. Ça serait mieux, c'est la fameuse phrase qu'on prête à Montesquieu, le doux commerce, ça serait mieux de faire du commerce plutôt que de se faire la guerre. C'est pas idiot du tout, c'est ça. La question c'est, et pour reprendre une image que j'aime bien, je ne sais plus de qui elle est-ce que en 2023, on est dans un monde d'herbivores qui font du commerce, qui échangent, etc. On est dans un monde de carnivores, parce que je ne sais pas si les araignées sont carnivores, c'est des arachnées, mais enfin... Certaines, je crois. Voilà. Celle-là, le son. On comprend ce qu'on veut dire. Après, une chose aussi, c'est que la dimension de puissance, elle peut se jouer par l'économie. Et donc, le raisonnement consistant à dire un marché commun de 450 millions de personnes qui détermine des normes. Si vous voulez vendre chez moi, vous produisez comme je vous dis. Ça existe. Mais encore faut-il le vouloir. Encore faut-il le vouloir. Un exemple. Il y a une des compétences européennes qui est la compétence fédérale du commerce. Et une direction générale du commerce. Cette direction générale, elle est là pour faire en sorte qu'on négocie le mieux possible en vertu de nos valeurs, de nos standards. Mais le fait-elle ? Ça fait des années qu'elle n'arrive pas à conclure avec un pays pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle la Nouvelle-Zélande. 450 millions d'un côté versus 6 ou 7 millions de l'autre. Et on n'arrive pas à conclure. Vous avez à la Direction Générale du Commerce, autre exemple, vous avez toute une sous-direction qui s'occupe de tout ce qui est la guerre commerciale. Vous savez, tout ce qu'on fait, on a essayé de faire à l'OMC, à l'organe de règlement des différends, etc. On pourrait imaginer que les gens qui se trouvent dedans, ce soient les meilleurs, les plus motivés. J'aurais pu faire de la peine à personne parmi les gens que je connais à Bruxelles et qui me regardent. Ça n'est pas le cas. Donc, l'Union européenne, elle est en décalage par rapport à un degré de violence de l'histoire. Alors,
En La plus, question, c'est est-ce qu'on peut dépasser ça? oui, mais alors un point quand même, parce que là, vous renversez moi une perspective, parce que j'étais aussi bercé par finalement les idées reçues. L'idée reçue en France, c'est que finalement nos dirigeants nationaux n'ont presque plus aucune marge de manœuvre, puisque tout est imposé par Bruxelles. Vous dites pas du tout, pas du tout. L'Union européenne a un rôle très limité par rapport aux États nationaux. Mais évidemment. Mais si elle n'avait pas un rôle aussi limité, il y a un test en acier trempé. Vous avez quelque chose qui s'appelle la zone euro. 20 États membres depuis que la Croatie vient de rentrer il y a quelques semaines. Et on peut dire et on peut considérer que la monnaie, c'est quelque chose de très profondément unificateur, plus toutes les règles du marché commun. Mais malgré ça, vous avez dans les pays de la zone euro des disparités économiques absolument fondamentales. C'est pas à vous que je vais expliquer que dans l'équation de Solow, il y a le facteur travail, il y a la productivité globale des facteurs, et que par exemple le facteur travail, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est national. C'est pas à vous que je vais expliquer que la question fiscale est une question à l'unanimité au niveau de l'Union européenne et que par conséquent, il n'y a pas d'unification fiscale au niveau de l'Union européenne. Donc, si on veut jouer sur la productivité du travail, c'est pas l'Union européenne. Si on veut jouer sur la fiscalité, c'est pas l'Union européenne. Si on veut jouer sur ce qu'Alain Peyrefitte appelait la confiance dans les systèmes économiques, on joue sur l'état de droit, le rapport au droit, etc., etc. Croyez-vous vraiment que quand on a un problème, qu'on est entrepreneur et qu'on demande justice en Finlande, on est traité exactement de la même manière avec les mêmes délais de contentieux que, par exemple, en Sicile? Bien sûr que non. Donc, l'Union européenne, elle est, je ne dis pas qu'elle n'est pas importante. Je dis simplement qu'il y a de fait un élément, une habitude de se défausser sur l'Union européenne pour faire peser sur l'Union européenne les résultats d'erreurs de politique économique qui sont nationales. Et c'est pour ça, permettez-moi, la question du Brexit. Tout le monde a menti dans le Brexit. Il y a ceux qui ont dit, vous allez voir, grâce au Brexit, c'est fantastique, le Royaume-Uni va décoller. Et puis il y a ceux qui vous disent, mais vous n'y pensez pas, au contraire, il va s'effondrer. Mais la réalité est complètement fausse. Le Singapour sur Tamise, vous n'avez pas besoin de passer par l'Union européenne pour faire évoluer. Alors il y a l'accord OCDE, il y a l'accord mondial de juillet 2020, on va voir où est-ce qu'il va. Mais si vous voulez baisser drastiquement la fiscalité en France sur les sociétés, vous n'avez pas besoin de demander l'accord de l'Union européenne. Alors après, on peut dire, oui, c'est le signe d'une Union européenne incomplète. Certes, mais c'est un fait. Il y a un autre point que vous soulevez et qui est souvent avancé, là encore, pour expliquer les blocages, c'est quand même que les grands États, finalement, ne pèsent pas lourd dans les processus de décision, puisque finalement, ils ont quasiment pas plus de pouvoir que les petits. Et alors, est-ce que ça, c'est une excuse ou est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui freine les prises de décision dans l'Union européenne? Alors, d'abord, est-ce que c'est un fait? Oui. Mais il s'explique. Le projet européen, c'est un projet fédéral. Dans un projet fédéral, le gros, on le réduit pour protéger le petit. Aux États-Unis d'Amérique, l'Alaska, elle a 2 sénateurs. Ils sont quelques centaines de milliers. Ça ne choque personne qu'il y ait le même nombre de sénateurs au Congrès des États-Unis, au Sénat, que la Californie, qui doit être encore la 7e ou 8e puissance du monde. C'est normal. Parce que les États-Unis sont une nation. L'Europe, peut-être le sera-t-elle. Elle n'est pas une nation. Et là, il y a un problème démocratique. Est-il normal que le gouverneur de la Banque centrale de Malte ou le gouverneur de la Banque centrale du Luxembourg pèse autant au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne que le gouverneur de la Bundesbank? Moi, je ne le pense pas. Mais ça c'est, avant d'être un problème économique, c'est un problème démocratique. Et par ailleurs, j'enchaîne sur ce que vous me disiez, et pour rebondir sur ce que disait M. Saint-Étienne tout à l'heure, pendant très longtemps, l'Union européenne a été très largement dirigée par la France. Parce qu'au début des années 80, l'idée c'était, si au Conseil la France n'est pas d'accord, c'est l'Allemagne qui demande qu'on enlève la norme pour faire plaisir à la France par courtoisie. Ça, c'est complètement terminé. Entre 80 et 2000, grosso modo, c'est le couple franco-allemand. Depuis 2000, il y a un pays, du fait des faiblesses françaises et des renoncements français, qui a pris le leadership, qui s'appelle l'Allemagne. Je vous fais observer que l'Allemagne est plus puissante dans une Europe à 27 qu'elle ne l'était avec la France dans une Europe à 15, ce qui prouve bien qu'il y a bien un problème français. Donc il ne faut pas confondre quelque chose de très spécifique, qui est les renoncements de la France, la médiocrité de la France, et le fait que l'Allemagne, elle, a pris du pouvoir. Mais aujourd'hui, à la question est-ce que c'est un problème de décision entre les grands États, j'observe que les grands États ne sont plus d'accord sur quasiment rien. Il suffit de voir la question nucléaire.
Donc en gros, il y a de plus en plus de problèmes qu'on ne pourrait résoudre qu'ensemble, et en fait, il y a de moins en moins de problèmes qu'on a envie de résoudre ensemble. Mais c'est pour ça que Valéry Giscard d'Estaing, qui est un grand Européen, je crois qu'on peut lui reconnaître ça, disait il y a quelques années, il faut faire Europa, c'est-à-dire une nouvelle Union européenne, mais à 12. Il fallait réfléchir avant. Est-ce que alors, une France affaiblie, une Allemagne de plus en plus forte, alors, quel problème ça pose? Et est-ce qu'on peut espérer à nouveau quelque chose d'un couple franco-allemand, ou est-ce que la machine est cassée? Moi, je pense que la machine est cassée et que ce qu'il faut espérer, c'est que chacun revienne à ce qu'est l'essence de la politique. Le général de Gaulle, il disait, il n'y a pas de politique hors des réalités. La question nucléaire, c'est une réalité. Une réalité, c'est un atout pour la France et c'est peu polluant. Est-ce qu'on arrive à faire passer cette réalité auprès des Allemands? Si on n'y arrive pas, il faut ne pas hésiter à... il faut aller à la crise. Aller à la crise. Par ailleurs, une chose qui est très importante et sur laquelle je plaide dans le livre, c'est il faut arrêter de voir, encore une fois, l'Union européenne comme responsable de tous les problèmes ou la source de toutes les solutions. Il y a un grand pays qui a quitté l'Union européenne, moi je le regrette parce que je pense que c'est très bien de l'avoir, c'est le Royaume-Uni. On a bien vu il va pas si bien que ça. Mais il va pas si bien. La question, c'est pas de savoir s'il va se passer. Est-ce qu'il va si mal à cause du Brexit? La question, c'est de savoir si un pays comme l'Allemagne ne veut absolument pas faire des choses avec nous au plan énergétique, si un pays juste à côté qui s'appelle le Royaume-Uni veut faire des choses au plan énergétique et notamment nucléaire, la géographie, c'est le destin. Le Royaume-Uni est là. Les élites françaises, depuis 20 ans, se réfugient dans la mystification d'une chose qui n'existe pas, qui n'est jamais formulée de cette manière en Allemagne, qui est le couple franco-allemand. Ça n'existe pas, le couple franco-allemand. Il y a des intérêts des Français. Souvent, ils sont les mêmes que ceux des Allemands, alors travaillons ensemble. Souvent, ils ne sont pas les mêmes, affrontons-les. Et est-ce que le fait que l'Allemagne redevienne finalement le pays le plus puissant d'Europe, est-ce que c'est un problème ou pas? Rapidement. Oui. Tous les deux. Ouais. Moi, d'abord, je voudrais confirmer les analyses. Je dis souvent une formule, l'Europe, c'est une masse inorganisée en puissance. Donc, les gens se focalisent sur la masse, ils ne voient pas que ce n'est pas une puissance. Et cette puissance européenne, en fait, qui n'existe pas, elle est freinée de l'intérieur par la désorganisation de l'Union européenne, qui n'a pas de vision stratégique. Sur l'Allemagne, je pense que c'est un moment décisif de l'histoire. Si Macron se couche sur la question nucléaire face à l'Allemagne, il est mort, y compris physiquement. Les Français ne supporteront pas que la France sacrifie le nucléaire pour une demande allemande hallucinante, qui est que là-bas, c'est normal dans les crises de faire de l'électricité avec de la lignite, et nous, on n'aurait pas le droit d'en faire avec du nucléaire. Donc il faut aller à l'affrontement sur cette question et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Bruno Alomar, une Allemagne trop puissante, c'est un problème? Je pense que les plus lucides des Allemands diraient cette chose-là. Les plus lucides des Allemands diraient que ce que l'histoire montre, c'est quand l'Allemagne est trop puissante et quand la France est trop faible, à la fin, c'est un problème pour l'Allemagne. Donc nous avons tous collectivement intérêt, d'abord nous les Français, je crois que nous le sommes ici, nous avons tous collectivement intérêt à nous ressaisir. Et j'insiste à regarder l'Europe, pas comme on voudrait qu'elle soit dans les cafés germano-pratins, mais telle qu'elle est une fois qu'on a franchi le périphérique, où Jacques Brel dirait l'ESCO. Et reconstruire la France, c'est le meilleur moyen de reconstruire l'Europe. C'est fini, merci messieurs, merci beaucoup. Je rappelle vos deux livres, Christian Saint-Etienne, Le conflit sino-américain pour une domination mondiale aux éditions Alpha, Bruno Alomar, La réforme ou l'insignifiance, 10 ans pour sauver l'Union européenne, c'est aux éditions de l'École de guerre. Voilà, nous entendons avec un peu d'attention et interview ça, qui montre que nous sommes passé dans le monde, et ce nouveau monde, le monde post-Covid, le monde post-Ukraine, c'est une carrière comme ça, mais l'Ukraine pour finir. Mais nous avons cette bataille qui va mener entre la Chine et les États-Unis, donc côté la France située, côté l'Union européenne située, et donc même tout. Même si une petite, comment on situe comme pays et comme région, dans le CARICOM, et qui positionnement pour nous prendre, toile d'araignée, ça, côté nous va retrouver là-dedans, bataille qui va le mener donc. Il y a des gens qui ont parlé, ouais, Haïti a un pétrole, donc si il y a un pétrole, on va commencer sérieux, parce que ce n'est pas ça qui va représenter le nouveau monde, parce que le changement climatique qui a parlé là impacte que le cas gagné. Donc si nous avons lithium, si nous avons cobalt, si nous avons cuivre, c'est peut-être matière première ça, pour nous si nous gagnons. Mais surtout, le monde ça, comment que le cerveau a pour nous renforcer et pour nous évoluer plus bien.
et pour améliorer les conditions de vie nous parce qu'il y a pile d'opportunités pour venir mais il faut préparer les ressources humaines, il faut avoir un environnement et politique beaucoup plus serein et nous rappelons que j'ai commencé l'émission comment pour nous ranger software avec hardware nous, ça les software avec hardware là, logiciel là avec boîte ordinateur et c'est ça développement cerveau à ce qui parle maintenant innovation créativité et depuis 1994 les croissances créées technologie information et communication bataille ça nous te mené très très dur pour nous être capable de faire ici comprendre mais ça peut arriver l'internet là donc nous faisons une grosse campagne pour ça et c'est ça que nous toujours battre une vision par au niveau de groupe croissance c'est prévoir grosse transition ça et comment pour intégrer malheureusement nous pas faire masse critique secteur privé haïtien par manque de leadership par manque de vision par suivi par comprendre tout donc il dit que c'est ça un leader c'est une vision pour qu'on capable mener reste mon aller donc il faut que après 35 dernières années d'échec ça résultat négatif comment pour ajuster là-dedans dans ça donc nous allons faire réflexion ça pendant le mois d'avril là dans l'émission qu'on a réalisée que ce soit au niveau du magazine économique là magazine financier pardon ou encore ça n'a réalisé au niveau de Profin TV éducation financière là mais essayer de prévoir comment que mon nom va évoluer et pour permettre que génération arrive et je me dis non pas d'une dernière édition qu'on a réalisé localement mais quoi ça sera fêter 30e anniversaire l'année prochaine pas obligé c'est en Haïti pour le fêter 30e anniversaire là pour nous arrêter la bataille ça côté que le pays pas veut avancer tout donc c'est cap de loin capable garder ça tout sorti va me créer pour nous donc c'est ça l'opportunité qui gagne tout parce qu'il faut évoluer tout parce que lorsqu'on va attirer vers le sol faut regarder comment on peut sortir là-dedans n'arrêtez pas parler de ça c'est un grand plaisir que nous te suivre l'émission ça et que nous apporter en pile d'informations. Mais le mois d'avril, c'est le mois de la finance. Nous allons retourner encore pour les prochains samedis, continuer à nous comment pour ajuster tête nous, comme personne, comme communauté et comme pays. Ciao, à la semaine prochaine.